Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll. Aujourd'hui, j'ai acheté une nouvelle voiture de collection. Et je pense que je me suis fait avoir en fait. Eh ouais, bien vu, c'est la 4L. Elle a l'air en bon état comme ça, mais en fait, pas du tout. Il y a tout à refaire dessus. Je vais faire toute une restauration, je vais même aller jusqu'à changer la peinture. Je vous dirai tout à l'heure les couleurs sur lesquelles j'hésite et vous me direz lesquelles vous préférez. Mais tout d'abord, vous allez me dire pourquoi la 4L. Eh ben, je vais vous dire pourquoi la 4L. Pour trois raisons principales. La première, c'est que mécaniquement, elle est d'une simplicité ultime. Je pense même que c'est pas des ingénieurs qui l'ont créée chez Renault, mais plutôt de bons bricoleurs du dimanche, tu vois. Pour exemple, il y a des ressorts comme ça, un peu partout dans le moteur et dans la voiture, qui sont censés servir à des trucs archi importants, du genre le levier de vitesse. Le retour du levier de vitesse ou de l'accélérateur, c'est des ressorts comme ça. C'est du n'importe quoi. Donc pour une première restauration complète, contrairement à la Datsun où j'ai juste donné un petit coup de lifting, j'avais besoin d'une voiture relativement simple, mécaniquement, mais aussi où on peut trouver la pièce. Mais pour ceux qui veulent débuter dans la restauration, faites ça chez vous, ou pas. La deuxième raison, c'est qu'elle a un capital sympathie, cette bagnole, avec la 2 chevaux en France. Énorme. Tout le monde fait un coucou de la main, tout le monde fait des appels de phare quand je passe en 4L. Et surtout, depuis que je l'ai acheté, tout le monde me dit « Ah, j'en avais une quand j'étais plus jeune. Ah, mon père en avait une. Ah, ma tante en avait une. J'ai fait le Paris-Dakar avec. Ah oui, je connais. Le voisin du gendre de la cousine germaine de ma mère a fait le 4L Trophy avec. Et troisième raison, c'est personnel, c'est parce que j'ai un frère qui est fan absolu des françaises des années 50, 60, 70. Donc c'est un peu un petit clin d'œil pour lui et pour lui faire plaisir. Bisous frérot. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que la 4L vous intéresse, ou alors c'est que vous me connaissez personnellement et que vous me regardez pour faire des vues, donc merci les gars. Je vais vous montrer ce que j'ai à faire dessus et je vais vous énumérer les points de restauration à faire. Mais avant ça, une petite parenthèse historique à la sauce rock'n'roll. Déjà, on va commencer par le nom. Comment elle s'appelle cette voiture? C'est une 4L, c'est une R4, c'est une Renault 4? C'est quoi le vrai nom de cette voiture? Jusqu'en 61, Renault a appelé ses modèles par des noms. Renault Frégate, Renault Caravelle, Renault Juva 4, Renault Nova 4, Renault Dauphine. De 61 à 65, ils ont donné des appellations de type R plus un chiffre, donc R4, R8, R10. Et à partir de 65, ils ont encore rechangé l'appellation et c'est devenu Renault plus un chiffre, donc la sortie de la Renault 16. Et ils ont gardé ce truc-là jusqu'à la Renault 19, après il y a eu la Clio, Mégane et ça a changé de nom. Donc, entre 61 et 65, la voiture s'appelait R4 et de 65 jusqu'à la fin, elle s'est appelée Renault 4. Ouais, mais le 4L, c'est quoi? En fait, le 4L, pour luxe, c'est juste une gamme. C'est comme on a la GTL, c'est comme si on disait aujourd'hui une Golf TDI ou une Mégane RS. Et effectivement, le premier jour où Renault a dévoilé la voiture, il y avait trois modèles. Il y avait la R3, pour 3 chevaux fiscaux, la R4 pour 4 chevaux fiscaux, et la R4L pour la version luxe de la R4. Et comme tout le monde s'est rué vers cette dernière version, l'appellation la plus populaire est devenue la 4L. Et à l'époque, c'était une révolution pour Renault, parce que c'était la première voiture traction qu'ils fabriquaient. Ils ont fabriqué avant les Stafettes, qui étaient une fourgonnette, mais concrètement, toutes les voitures que la marque a créées auparavant, c'était des tractions arrière. Pour comprendre son histoire, il faut revenir à la fin des années 50. On est en plein milieu des 30 glorieuses, c'est l'exode rural. Rassurez-moi, vous savez ce que c'est que l'exode rural? L'exode rural, c'est le déménagement des familles de la campagne vers les villes, principalement à cause du travail, des loisirs et des commodités de la ville. Les femmes commencent à travailler de plus en plus, il y a un deuxième salaire à la maison, sauf qu'en face, il n'y a rien pour répondre à cette demande. Dans les années 50, il y avait principalement des utilitaires dédiés aux professionnels et des voitures, généralement berlines, assez lourdes, assez grosses, assez difficiles à garer, etc. Mais il n'y avait aucune voiture sur le segment de la petite citadine qui pourrait être conduite par une femme. Pendant ce temps chez Renault, qui s'appelait à l'époque la Régie Renault, il y avait un mec qui s'appelle Pierre Dreyfus. Bonjour, je m'appelle Pierre Dreyfus. Et il a demandé à ses équipes de lui créer une voiture Blue Jean, Je vous demande de me créer une voiture Blue Jean. qui pourrait très bien servir pour aller sur les chantiers, pour aller au travail, mais aussi pour emmener sa famille en vacances, pour sortir les week-ends, etc. Et donc les ingénieurs de chez Renault, plutôt les bricoleurs de chez Renault, sortent la R4, qui contrairement à ce qu'on croit, n'a pas été conçue pour concurrencer la 2 chevaux, pas totalement. Il y a eu la R3 qui était conçue pour concurrencer la 2 chevaux. Mais il faut rappeler que le cahier des charges de la 2 chevaux n'était pas d'aller en ville. Le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était de pouvoir traverser un champ avec des paniers d'œufs sans qu'ils se cassent. Il
Il y a eu 3 modèles de cette petite bouse. Il y a eu le premier modèle de 61 à 67 qui avait la calandre en nez de cochon avec les feux qui étaient à l'extérieur de la calandre. Ensuite, il y a eu le deuxième modèle, donc cette calandre-là en aluminium avec les feux à l'intérieur de la calandre, de 67-68 jusqu'à 75. Et d'ailleurs, celle-là, c'est une deuxième génération. La calandre n'est pas d'origine. Et c'est une tannée à trouver cette calandre-là. Il n'y en a pas, ou alors c'est des refabrications en plastique, mais il n'y a pas la vraie calandre en aluminium, elle est introuvable. Ensuite, il y a eu la troisième génération, les générations avec les calandres en plastique, marron, gris, noir, comme on les connaît, comme celles généralement qui font beaucoup le 4L Trophy. Et ce troisième modèle a été fait de 75-76 jusqu'en 92. Oh, papa, la voilà! C'est elle qu'il nous faut! La R4! C'est vrai, elle est idéale. Robuste, économique, 4 places. Pratique, facile à conduire. Oh, et puis les fauteuils sont confortables. Elle a des reprises sensationnelles. Et 4 roues indépendantes. Un toit ouvrant pour bronzer au soleil. Et des sièges qu'on peut sortir pour s'installer dans l'herbe. Sans souci, passe-partout, et de la place pour tout. Bien chauffé. Grande routière, notre voiture, la R4 Renault. Mais avant tout, la 4L, c'est des chiffres. Plus de 8 millions de modèles vendus en 30 ans, fabriqués dans 28 pays. Le Maroc, Madagascar, l'Espagne, la Slovénie et j'en passe. C'est une voiture qui a été vendue dans plus de 100 pays et une voiture qui a battu beaucoup de records. Notamment une R4 F4 qui a battu un record de vitesse sur le lac Salé de Bonneville à plus de 237 km/h. Avec une voiture modifiée bien sûr, et c'était en 2011. Mais elle a participé aussi à plein d'autres compétitions. Le 4L Trophy, c'est le plus connu. Il y a aussi le Rallye Monte Carlo ou le Paris-Dakar où les frères Moreau sont arrivés en 3e position en 1980. En 30 ans, vous l'imaginez bien, il y a eu plein de séries limitées pour pouvoir s'adapter à chaque fois. L'édition limitée la plus connue et qu'ils ont fait dès le départ, c'est la parisienne, donc pour cibler un public de femmes principalement. D'ailleurs, la chanteuse Sheila, pour les plus vieux, était l'ambassadrice de ce modèle-là et elle en avait une. Ensuite, il y a eu de tout. Il y a eu la Safari, il y a eu la Clan, il y a eu la Jogging, que je trouve horrible. Il y a eu la plein air et il y a eu celle que j'aimais bien, la Swiss A4, qui avait une petite belle gueule avec les stickers un peu wooding américain. Ensuite, elle a servi pour plein de choses, notamment la version utilitaire de la 4L, la F4 ou la F6, pour la gendarmerie, pour les PTT, pour les pompiers et plein d'autres secteurs d'activité. Il est fou, dit. Oh. Mais sire un sarrasin dans une chariote du diable. Début des années 90, c'est Louis Schwitzer qui est à la tête de Renault. Bonjour, je m'appelle Louis Schwitzer. Et il décide d'arrêter la production de la 4L fin 92, parce qu'il y avait beaucoup de contraintes de réglementation de pollution, il fallait la passer en catalytique notamment. Et pour signer la fin de la production de la 4L, ils ont fait une série limitée qui sont numérotées en ordre décroissant de 1000 jusqu'à 1 pour célébrer la fin de la production de cette voiture justement, avec une série limitée donc, qui s'appelle Bye Bye. Évident. Assez par les théories, on va aller voir la voiture, et je vais vous montrer ce que je vais faire dessus et comment je vais procéder. Et voilà donc à quoi ressemble une voiture de 52 ans, plus ou moins bien conservée. C'était une première main, donc je suis la seconde main. Et pour l'anecdote, je l'ai achetée à la même adresse qui avait inscrite sur le certificat d'immatriculation initial en 69. La personne n'a ni changé de voiture, ni déménagé pendant plus de 50 ans. Il y en a qui aiment bien leurs petites habitudes. En même temps, qui dit voiture de 50 ans, dit voiture rouillée. Et celle-là n'y a pas échappé. Il y a de la rouille de surface un peu partout, mais heureusement, il n'y a pas de rouille perforante. D'ailleurs, elle a passé le contrôle technique il y a moins de 6 mois. Sur la carrosserie, il y a aussi pas mal de POC à redresser, mais j'ai trouvé sur internet, heureusement, les 4L avant et arrière pour 135 €. Donc je pense que je vais pas me faire chier à retaper celle-là, je vais juste les remplacer par les nouvelles. Pour le reste des panneaux de carrosserie, il va bien falloir les redresser et enlever tout ce qui est rouille, les poncés, etc. Donc on va voir comment on va faire de ce côté-là, si je donne tout au carrossier ou si je fais une partie ici et que j'envoie au carrossier après pour qu'il finisse la peinture. Pour la peinture, j'hésite entre 3 couleurs. Soit le blanc d'origine, soit le vert foncé, qui était aussi fait d'origine à l'époque, soit le bleu clair, qui était aussi une peinture de l'époque très courante sur les 4L. Donc dites-moi ce que vous auriez choisi en commentaire. Heureusement, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle sur cette carrosserie, c'est qu'il y a encore tous les éléments de chrome et toutes les garnitures. Donc les baguettes, les clignotants, les logos, les sigles. Sauf bien sûr la calandre.
cette fameuse calandre de 2e génération. Ça aussi en commentaire si vous l'avez ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Je suis prêt à mettre le prix, mais il faut vraiment qu'elle soit d'origine. Le châssis, on peut voir, il est sain. Il y a pareil un peu de rouille de surface, mais rien de méchant. Donc je vais lui donner un coup de jeune quand je vais enlever la caisse du châssis. À l'intérieur, elle est sale. Tout est en bon état globalement, mais ça nécessiterait un bon coup de nettoyage quand même. Sinon, quasiment tout est d'origine, sauf les ceintures qui ont été rajoutées pour passer le contrôle technique. Mais moi, comme la première, je vais la passer en voiture de collection en FFVE. Et donc, quand on a une carte grise de collection sur une voiture qui a plus de 30 ans, on passe le contrôle technique de l'époque de la voiture. Donc s'il n'y avait pas de ceinture de sécurité, comme là c'est le cas, les ceintures de sécurité ont été obligatoires en France à partir de 73, si ma mémoire est bonne. Celle-là, elle est de 69, donc à l'époque, c'était pas obligatoire. Donc là, pour la restauration, je vais les enlever et je vais la faire passer au contrôle technique avec la carte grise de collection et il passera en favorable quand même. Je dois aussi changer la banquette avant, qui n'était pas une banquette. À la base, c'est 2 sièges, 2 gros sièges avec pas d'espace entre les deux. Mais le proprio les a juste remplacés par une banquette et d'ailleurs, elle est pourrie, donc je vais la virer. La banquette arrière est en bon état. Et ensuite, on a cette superbe planche de bord. Les commandes électriques, il y en a pas. On a le strict minimum, un volant en bakélite transparent, un bouton pour activer les essuie-glaces, des clignotants sur la droite et un levier de vitesse complètement perché. Ça se conduit comme une Mustang, la première c'est en bas à gauche, et ensuite 2, 3, 4 à la place du 3, 4, 5 classique. Et la marche arrière est à la place de la première. D'ailleurs c'est pas très pratique parce qu'on touche le clignotant quand on passe la marche arrière. Le rétroviseur est en bas parce que pourquoi pas, mais malgré ça on voit très bien, sauf quand on a des gens assis sur la banquette arrière, donc là on voit absolument rien. Il y a un cendrier pile au-dessus du levier de vitesse, comme ça on peut avoir sa clope et sa main sur le levier de vitesse pendant que les enfants jouent sur la banquette arrière sans ceinture. Ouais, c'était une autre époque hein. Et pour ouvrir le capot, c'est ce petit bouton-là. Ensuite, le compartiment moteur. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est cette longue traverse de levier de vitesse qui va aller chercher la boîte de vitesse tout devant de la voiture. Dans les voitures d'aujourd'hui, les boîtes sont souvent en large ou alors elles passent entre le chauffeur et le passager. Et c'est pour ça qu'on a un levier de vitesse qui vient pile au-dessus pour pouvoir passer les rapports. Là, le moteur et la boîte ont été complètement montés à l'envers. Et donc, il fallait quelque chose pour aller chercher la boîte de vitesse de l'autre côté du compartiment moteur et ils ont créé cette tringle. Et c'est pour ça que les vitesses sont inversées à l'intérieur. Sinon, le moteur est propre, il a été nettoyé à l'essence, je pense rapidement pour le contrôle technique. Quand je vais la restaurer, je vais essayer de prendre la pression de chaque cylindre pour voir aussi si la compression se fait bien. Et ensuite, je changerai les parties classiques, donc l'embrayage, les vidanges, l'allumage, les bougies, la bobine, etc. Parce que là, elle a un peu du mal à démarrer, elle tient pas trop le ralenti, donc il va falloir s'y pencher très rapidement. Je vais d'ailleurs essayer de la démarrer. C'est parti. Petit starter. Donc pour résumer les étapes de restauration, je vais totalement la démonter intérieur-extérieur. Je vais ensuite enlever la coque du châssis. Je vais traiter la coque, l'envoyer au carrossier pour la peinture. Pendant ce temps-là, je donne un petit coup de jeune au châssis et je sors le moteur et la boîte et je refais tout dessus. Je pense que c'est un projet qui va prendre 5 à 6 mois à hauteur de 2-3 jours par semaine. Et je ferai des vidéos tuto avec les étapes de la restauration avec un format un peu plus fun que d'habitude. Voilà pour le tour de la voiture. Comme je suis pas mécanicien de métier, j'ai pris une revue technique pour m'aider. Et ça a l'air relativement simple. Muni de mon petit schéma, je commence donc le démontage. Apparemment, faut ouvrir la porte, appuyer sur le bouton du capot et ouvrir le capot. Jusque là, ça va. Donc je commence par ramener un petit panier dans lequel je vais mettre tout ce que j'ai démonté, parce qu'on apprend de ses erreurs. Et je commence par enlever les ampoules de l'intérieur des feux, pour déjà déconnecter tous les câbles avant de démonter le capot. Sur le côté droit, ça s'enlève tout seul. Sur le côté gauche, c'est un peu plus galère, donc je vais utiliser un tournevis.
On voit le cache des feux qui est complètement éclaté. Ensuite, de l'extérieur, il faut enlever ces deux petits feux. Je sais pas si c'est des clignotants ou des veilleuses. D'ailleurs, je pense que c'est des veilleuses. Il y a une seule ampoule dessus. Et là, je rencontre la première difficulté. La vis est un peu rouillée, un peu foirée. Après m'être battu pendant quelques minutes avec cette vis et avoir changé de tournevis, j'ai quand même réussi à enlever le petit feu. Après, chacun sa méthode pour ne rien perdre. Mais moi, je scotche directement les vis à l'élément qui les relie. Certains remettent la vis directement dans le trou où elle était, mais comme je vais envoyer la caisse chez le carrossier, je vais quand même devoir renlever les vis. Donc là, je les scotche directement, au moins je les perds pas. Après, j'essaye d'enlever l'ampoule, mais ça marche pas, parce que c'est relié à un petit truc blanc qui, lui, est vissé sur la carrosserie. Donc cette fois, je vais pas refaire la même erreur que tout à l'heure, je vais utiliser directement la visseuse. Et on a tout le bitonio qui arrive. Donc dessus, il y a un joint et les câbles qui arrivent jusqu'à l'ampoule. Je réussis à tirer le joint et après, pour déconnecter les câbles, c'est comme sur une douille d'ampoule de maison classique, il faut dévisser les deux petites vis qui retiennent les câbles. On refait la même chose de l'autre côté et tout est libre. Voilà. Même chose, joint, tournevis, on enlève les vis et on libère le feu. Une fois que j'ai démonté tout ça, je mets ça dans mon petit panier bleu et je vais m'attaquer au capot. Donc le capot se retient avec des charnières. Il y a des charnières en face qui sont retenues par une vis de l'intérieur. Et pour ça, eh ben, il faut se mettre par terre. Et donc c'est une clé de 13 ou de 11. Et voilà, une fois que c'est démonté des deux côtés, je pensais pouvoir enlever le capot, mais en fait pas du tout. Parce qu'il reste quand même relié par d'autres trucs que j'ai complètement oubliés. Bon, je les enlève et je vais vous montrer ça tout de suite après. Pas si lourd que ça finalement. Alors ce que vous avez raté, là c'est les trous pour les charnières que j'ai démontés par le bas. Ça c'est un câble de masse qui était connecté au capot de l'intérieur. Ça c'est les deux câbles qui servent à retenir le capot quand il s'ouvre pour pas qu'il bascule vers l'avant. Maintenant on va s'attaquer aux ailes avant. Alors... elles sont retenues par une série de boulons. Là, donc là, on voit, il y en a 5 qui sont apparents, qu'on va démonter. Mais par contre, j'ai lu qu'il y en avait aussi sur les premières générations, de l'intérieur et aussi en dessous. Et aussi j'ai une petite boîte rouge dans laquelle je mets mes boulons qui sont reliés au panneau de carrosserie. Parce que je peux pas les remettre non plus dans les trous, si vous avez suivi, parce que j'envoie la carrosserie chez le carrossier. Donc les 5 boulons du haut, c'est bon, sur la droite, et il reste les 5 boulons sur la gauche du haut. Et après on va se galérer pour le dessous et l'intérieur. Le numéro de série que vous voyez là, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais il y a un numéro, en fait c'est le code couleur de la voiture. Et il y a pas mal d'informations qui sont sur ce code couleur là.
notamment la couleur d'origine, l'usine dans laquelle elle a été fabriquée, etc. Je suis bien content parce que les écrous sont pas trop épais finalement. Celle-là elle tourne dans le vide. Bon, il y en a une qui tourne dans le vide, c'est chelou. On va voir ça. Ensuite, je vais quand même regarder les boulons qu'il y a de l'intérieur. Oh là là, et la mauvaise surprise, c'est que les boulons sont noyés dans le mastic et que je vais galérer à les enlever. En attendant de démonter donc le tableau de bord, je me suis dit que j'allais quand même continuer les panneaux de porte. Comme ça, j'aurai l'impression d'avoir avancé. Les panneaux de porte, c'est tout con. Il y a une petite lanière en tissu qui permet de retenir la porte. Et il y a deux charnières comme une porte de maison. Voilà, une charnière en haut et une charnière en bas. Donc comme une porte de maison, il faut la dégonder. On la tire vers le haut en faisant des petits allers-retours. Normalement, il fallait que je mette un peu de W40, mais bon, j'ai espoir, j'ai espoir. Voilà. Voilà, ça vient. Pareil pour l'arrière. Ouais, l'arrière a plus de mal. J'aurais dû mettre du WD-40 quand même. Voilà. Et on fait ça avec les 4 portes. Il y en a des plus galères que d'autres. Une fois que j'ai terminé de démonter les portes, faut quand même faire face à la réalité et démonter le tableau de bord. Comme ça, je pourrais finir d'enlever les ailes avant. Mais avant ça, je vais faire un peu de tri. Je trierai ça plus tard. Alors, pour enlever le tableau de bord, il y a des vis qu'on doit enlever un peu partout. Pour ça, une astuce simple. Si c'est une vis qui est sur le plastique du tableau de bord, c'est une vis qui retient le tableau de bord. On fait ça de l'autre côté aussi, et il veut pas sortir. Il sort de sa place, mais j'arrive pas à le sortir. De toute façon, il va falloir enlever le volant, donc on va essayer d'enlever ça. Avec un petit tournevis. Après, c'est des clés de 11, mais inaccessibles. Oh là là. Il y a un contre-écrou de l'autre côté, mais elles sont inaccessibles. Du coup, après avoir essayé pendant 10 minutes, j'en avais marre. J'ai décidé d'aller me changer les idées en attaquant l'haillon de coffre. Pareil, il tient avec 2 boulons. C'est pas un vérin, c'est une espèce de bras articulé. Je mets un manche à balai pour pas que je me la prenne sur la tête non plus. Et ensuite, il faut suivre ce câble qu'on va déconnecter à ce niveau. Et ça doit être le câble de la lumière de la plaque d'immatriculation. Après, on enlève le dernier écrou. Et comme pour les portières, on glisse, on fait coulisser, et ça vient. Après, j'attaque les ailes arrière. Donc, comme pour l'avant, j'enlève le petit liseré chromé, et je m'attaque au boulon. Et celui-ci est bien foiré, parce que je pense qu'elle a dû être accidentée sur l'aile arrière, donc j'arrive à la voir très difficilement.
Ou pas. Bon bah, un écrou de cassé. Hein. Apparemment, il y a aussi des boulons qui retiennent l'aile de l'intérieur. Et je les trouve pas. Donc, je vais attaquer les deux autres apparents qui sont dans le coffre. Comme la voiture a deux côtés, malheureusement, il faut démonter des deux côtés. Vas-y, j'ai réussi à trouver les écrous d'en bas, mais je pense qu'ils sont bien grippés. Donc je vais mettre un peu de WD-40. Et j'attends que ça macère jusqu'à demain. Parce que là, j'y arrive pas. J'essaye quand même une dernière manœuvre avant la fin de la journée, qui est d'enlever le joint de la trappe à essence. Mais je me rends compte que sur les premières générations, bah c'est vissé de l'intérieur, il y a deux écrous, donc je verrai ça demain. Le deuxième jour, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à enlever ces ailes arrière, mais elles restaient encore collées de derrière. Donc faut enlever le feu. Voilà. Et après, faut enlever les petits câbles, mais il faut surtout retenir où est-ce qu'ils vont. Donc le câble gris va en bas, le câble rouge en haut à gauche, et le câble blanc en haut à droite. Ensuite, je déconnecte les câbles, et je fais la même chose de l'autre côté. Rouge en haut à gauche, vert en bas, et blanc en haut à droite. Ensuite, je recommence l'expérience de la trappe à essence, qui veut vraiment pas s'enlever. Donc je vais la chercher par en dessous. Par contre, il faut avoir des lunettes de protection parce qu'il pleut de la boue sèche. Voilà, j'ai réussi à enlever un des deux écrous du joint de la trappe à essence. Et pour le deuxième, bah, j'ai plutôt préféré casser le boulon. Donc après, on tire les câbles qui étaient liés au feu pour libérer l'aile. Et on s'attaque à la partie la plus compliquée, parce qu'il faut être dans une position pas agréable du tout pour enlever les deux derniers boulons. Et après une bonne heure de galère, je réussis enfin à enlever les ailes des deux côtés. On voit bien que l'aile est complètement morte, donc je vais en commander d'autres, ça sera plus simple. Après ça, je décide de m'attaquer à la banquette arrière. Normalement, rien de très compliqué. 4 boulons. On plie la banquette et on la sort. Donc voilà à quoi ça ressemble, sans banquette, sans haillon et sans aile arrière, sans porte aussi. Après ma petite technique de mettre les boulons dans du scotch et de les coller à la banquette, en écrivant banquette arrière dessus. Et je mets ça dans ma petite boîte rouge magique, où je suis censé retrouver tout à la fin. Après ça, j'ai décidé de faire une petite pause Netflix, et je suis plus revenu.